Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Xavier Delerue. Bonjour Xavier. Salut Armelle, salut à tous. Alors Xavier, avant de rentrer dans le détail de ton parcours, on a eu le plaisir de recevoir dans ce podcast ton frère Polo et Joël, aussi connu sous le nom de Mojo Jojo. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton coach et de l'émulation avec tes frères et sœurs qui ont, je crois, pas mal influencé vos pratiques respectives? Ça risque de prendre longtemps tout ça parce que du coup j'ai 3 frères et une sœur. Donc on a tous commencé le snowboard ensemble là dans les Pyrénées. Et donc ouais, c'est clair qu'il y a toujours eu une super émulation entre nous. Donc mon grand frère c'était le premier à se mettre un petit peu à faire de snowboard et puis du coup on a voulu faire comme lui. Moi du coup j'ai été le premier avec qui ça a fonctionné. Enfin donc sur les compétitions j'étais le premier à un petit peu ouvrir la voie et puis après derrière Polo a suivi et Victor a suivi et puis il brille aujourd'hui. Et j'ai aussi encore ma fille aujourd'hui qui suit derrière et qui fait partie de la génération suivante. Donc il y a quand même eu un super truc entre nous. Et puis enfin voilà, il y a vraiment toujours eu une super relation entre nous tous. Enfin ça a toujours été ultra positif quoi, même quand il y en avait un qui était meilleur que l'autre ou quoi. Il y avait jamais de jalousie, c'était plus une émulation et ça tirait en fait les autres vers le haut, donc ça a été vraiment chouette. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que ton frère Polo appelle dans son livre la thérapie par le ouf et de l'impact que ça a eu sur ta pratique, éventuellement sur le reste de ta vie d'ailleurs? Ouais, thérapie par le ouf. Je pense que ça doit venir un petit peu de notre premier entraîneur qu'on avait eu dans les Pyrénées, qui était bien dans cet esprit-là, quoi. Enfin, en gros, c'était quand on était adolescent, quoi. Et enfin, ouais, moi, je devais avoir 16 ans au début, quand on était avec lui. Et en gros, quand on partait en snow, et puis même dans la vie, dans tout ce qu'on construisait, c'était, allez-y à fond, soyez fous, n'ayez peur de rien, il y a aucune limite. Et par contre, bossez beaucoup, quoi. Enfin, il y avait un méga équilibre entre côté travail, côté folie. Voilà, on se met aucune barrière, tout est possible, tout est permis, on est capable de tout et on le fait avec le sourire, quoi, avec la banane. Donc c'était, moi personnellement, j'ai l'impression que ça a fondé des bases de vie qui ont été géniales. Et rétrospectivement, parce que quand tu reçois ce message à 16 ans, c'est une chose, quand tu le reçois ou quand tu l'analyses 15, 20 ans plus tard, comment toi tu penses que ça a affecté ta carrière ou ta manière de gérer le risque aujourd'hui? Je pense que c'est toujours beaucoup plus facile de recevoir des leçons quand on est jeune, en fait. Parce qu'on les intègre sans réfléchir, on les intègre à bras le corps. Et du coup, il y a aucune retenue, c'est spontané. Et puis, je pense que c'est ce qui a fait que ça a bien marché et que ça s'est ancré en nous. Et aujourd'hui, on y a rajouté peut-être un petit peu de raison, un petit peu de réflexion. Mais au final, on a cette base qui est vraiment chouette. Et je trouve qu'il nous permet d'analyser un petit peu le danger, d'analyser des situations compliquées, des chemins qui sont pas forcément tout tracés, d'y ajouter un petit peu de réflexion. Et puis, quelque part, du coup, ça nous permet de faire des belles choses, je pense. Même dans des aventures, dans des trucs qui ont peut-être un petit peu rien à voir, où il faut pas du tout être dans un état d'esprit thérapie par le ouf, on lâche tout, comme on peut être en une compète. Je pense que cet état d'esprit nous permet quand même de faire des belles choses, même dans des environnements comme ça. Et c'est quelque chose que je retrouve même dans ma vie de tous les jours, enfin, cette façon d'avoir envie d'aller explorer des possibilités, de tester un petit peu les limites, de toujours découvrir des nouvelles choses. Tu parles de belles choses. Évidemment, tu as fait une très belle carrière en tant qu'athlète en compétition. Depuis quelques années, tu travailles sur d'autres types de projets, évidemment toujours en montagne. Est-ce que tu peux nous parler du dernier que tu as réalisé en Antarctique ?
Donc effectivement, là, on est parti en Antarctique au mois de novembre-décembre avec Victor, mon frère, donc c'est le dernier, et ma fille. Donc ma fille qui a eu 18 ans là-bas. Et donc on est parti en bateau depuis Ushuaia sur un voilier et on a traversé donc le Drake Passage. Et donc, il y a un petit peu la traversée la plus chahutante au monde, pour ne pas dire d'autres mots. Et puis voilà, puis après on a passé un mois là-bas en bas, dans les fjords, sur la péninsule antarctique, à rider un petit peu ces pentes qui sont incroyables. Et donc c'est une expé sur laquelle moi j'avais déjà été il y a une douzaine d'années et qui avait été la plus belle expé de ma vie. Enfin vraiment, j'ai voyagé quand même beaucoup avec mon snowboard et ça a été de loin le plus bel endroit que j'avais rencontré. Et donc pour moi, ça a été un immense privilège de pouvoir amener ma fille et mon frère là-bas. Enfin, d'abord mon frère parce qu'à la base c'était ça, et puis en fait ma fille a grandi parce que le projet a traîné, et puis on s'est dit tiens, pourquoi pas prendre Mila. Donc c'était un énorme cadeau de la vie. Et en quoi c'est exceptionnel justement par rapport à d'autres voyages que tu as pu faire dans d'autres contrées? Bon, déjà pour y aller, en fait, il y a un énorme coût humain, quoi. Donc c'est 5 jours de traversée en bateau à se faire, enfin vraiment défoncer sur le bateau. En fait, j'ai utilisé un mot fort, mais c'est ça, quoi. C'est ultra difficile, quoi. Donc déjà là, il faut vraiment donner de sa personne. Et une fois qu'on est là-bas, du coup, on se sent vraiment loin de tout, loin du monde. On voit que, enfin voilà, qu'il y a aucune présence humaine, que c'est peut-être un des derniers bastions sur la planète où on se sent à peu près tranquille, où il n'y a pas eu encore l'empreinte de l'homme. Et puis après, derrière, le terrain est juste excellent, quoi. C'est vraiment des fjords qui sont ultra dessinés, donc avec vraiment des pentes qui se jettent dans la mer. Et il y a énormément de glace, donc tout est ultra glaciaire, donc il y a des glaciers suspendus dans tous les sens, plus les icebergs en bas, plus les couleurs qui sont dues un petit peu à la latitude, à la latitude avancée de l'Antarctique, plus la faune aussi. Enfin voilà, c'est toute une combinaison d'éléments qui fait que c'est la plus belle aventure, quoi. Enfin, autant au niveau de l'aventure qu'au niveau du ride en lui-même, qu'au niveau de la beauté des paysages. Enfin, c'est juste exceptionnel. Et voilà, en termes de snowboard, c'est, en fait, vu que toutes les pentes qu'on fait sont vraiment au-dessus de la mer, il y a une humidité dans l'air qui fait que la neige se plaque sur toutes les faces, et donc, en gros, on se retrouve à rider des pentes beaucoup plus raides que d'habitude. On n'est pas loin de 60, 65, même peut-être plus des fois, quoi. C'est assez hallucinant ce qu'on arrive à rider là-bas. Alors du coup, je suis obligée de te poser cette question technique, puisque j'ai eu quand même la chance de skier dans plus de 280 stations dans le monde, sur cette qualité de neige qui est très particulière. Si tu dis qu'elle est très chargée en humidité, est-ce que ça veut dire que la cohésion, elle est meilleure ou qu'elle est pire, ou est-ce que, enfin, comment t'en parlerais? Non, oui, effectivement, il y a une bonne cohésion. Et donc, en gros, surtout en fin de saison, là. Donc, les températures remontent. Donc, à ce moment-là de l'année, il neige plus parce on est sur la fin du printemps. Enfin, voilà, c'est pas de la neige de printemps non plus. C'est pas de la neige qui a réchauffé, hein. C'est la neige qui est à la base chargée d'humidité. Je trouve que ça vient se plaquer, ça colle quand il fait pas trop froid, effectivement. Mais après, ça fait une sorte de coquille qui fait que c'est quand même ultra stable. Et moi, c'est un élément qui est hyper important et qui m'a toujours attiré vers ce genre de destination parce que je flippe tout le temps des avalanches, quoi. Enfin, c'est vraiment la bête noire pour moi qui enlève tout le plaisir. Du coup, les destinations avec plein de poudreuse partout, je sais que je les prends toujours avec parcimonie. Si tu regardes l'ensemble de ta carrière, entre ta toute première compétition et aujourd'hui, quand est-ce que tu dirais que tu as fait le preuve de plus d'audace, et où est-ce que tu dirais que tu as eu ton plus gros bold move? Je pense que sur 2010, donc sur la finale du Freeride World Tour, je pense que c'est là où j'ai un petit peu donné le plus de ma personne. Entre guillemets, c'est là où j'ai envoyé le plus, quoi. Enfin, entre guillemets. Après, je sais pas, c'est difficile à dire parce qu'il y a eu quand même énormément de phases dans ma carrière. Il y a eu toute la phase border cross où, enfin voilà, il y a eu des années où je gagnais et tout. Enfin, fallait vraiment se lâcher, mais ça paraît lointain pour moi parce qu'après le freeride, ça a toujours été le truc le plus important, le truc qui me faisait, enfin un petit peu la finalité dans le snowboard, et c'était ce qui me faisait rêver. Et je pense qu'en 2010, donc c'est là où j'ai fait la ligne dont tout le monde se rappelle, enfin où j'ai ouvert un petit peu une nouvelle ligne sur le Bec des Rosses, sur la finale du World Tour. Et là, il a fallu que j'aille chercher super loin. C'était un truc que je sentais, j'étais au top de ma forme. Et puis, enfin, voilà, j'y suis allé. Donc ouais, je dirais que c'est ce moment. Ça, c'est en compétition. Bon, évidemment, avec tous les voyages que tu as fait, t'as plein d'anecdotes. Est-ce que t'en aurais quelques-unes en montagne, mais pas forcément en voyage ou en dehors, que tu pourrais nous raconter et qui ressortent parmi toutes les autres? Je sais que c'est une question difficile. Ouais, c'est hyper vaste, ça. Non, mais je sais pas, il y a eu des bons et des mauvais moments. Enfin, les mauvais moments, je pense qu'il y a eu clairement en 2008, j'avais été pris dans une énorme avalanche. Donc ça avait été, ça avait été relativement tôt dans ma carrière et ça avait été une grosse leçon. Donc c'était un miracle que je m'en sorte. J'avais fait plus de 2 kilomètres dans l'avalanche. Enfin voilà, normalement ce genre d'avalanche, on n'en ressort pas vivant.
Et donc, ça m'avait permis de tout remettre en question et de prendre ma grosse claque. Et après ça, du coup, d'être ultra carré, de mettre en place un petit peu une façon d'évoluer en montagne, de prendre mes décisions, de fonctionner sur mes tournages qui réduisait le risque. Et puis ça a été énorme, quoi, parce que avant ça, je prenais quand même, j'avais beaucoup moins de marge au niveau de ma sécurité. Et je me rappelle que je finissais la saison et dans mon inconscient, je savais que quand même je tirais pas mal sur la ficelle, même si les images n'ont pas forcément témoigné de ça. Les gens ont souvent tendance à me dire que je suis fou, etc. Mais ce que je faisais, je le faisais de manière beaucoup plus carrée et j'étais beaucoup plus à l'aise avec les risques que je prenais. C'est amusant que tu dis ça. Je crois que l'évaluation du risque, c'est quelque chose qui est très personnel. En tout cas, c'est ma conviction. Parce que ton niveau technique, ton niveau mental, là où tu te situes, c'est pas le mien. Et évidemment, chacun doit faire en fonction de son niveau. Et ce qui va être un danger pour toi le sera pas forcément pour moi et vice-versa, en fonction d'une situation. Pour autant, on a tendance à analyser le danger toujours sur les mêmes critères ou sur des critères qui sont fixes, alors que ça devrait pas être fixe. Est-ce que toi, tu viens de parler d'un cadre de décision que tu as peaufiné après ça, que tu as affiné plus exactement? Est-ce que tu as toujours le même aujourd'hui par rapport à celui que tu avais à l'époque? Et si oui, quel est ce cadre de décision? Comment tu prends tes décisions? Le process est assez long, mais effectivement aujourd'hui, j'ai un petit peu ma méthode qui s'est construite un petit peu avec le temps, mais c'est clair que en fait, quand je vois une pente, quand j'essaie d'étudier, déjà comment je vais arriver là-haut, quels sont les risques, etc. Au moment de l'analyse, je sais qu'il y a deux phases, quoi. Il y a vraiment une phase ultra consciente où j'essaie vraiment d'analyser de manière ultra cartésienne. Ok, il peut y avoir une accumulation de neige là, il y a une corniche là, il y a un caillou là, donc ça, j'ai pas le droit de faire d'erreur là, etc. Donc j'essaie de rentrer un petit peu toutes les données dans ma tête. Et après, je sais qu'il y a une phase où, une fois que j'ai un petit peu validé quelque chose qui tient la route, il y a une phase où en gros, j'essaie de passer sur la partie feeling, sur la partie ressenti. C'est là où je me mets plus à visualiser et en gros à valider le run ou non d'un côté feeling plutôt que d'un côté rationnel. Ça, c'est sur la partie préparation. Et après, je sais que, quand j'arrive en haut, j'ai un petit peu toutes les infos dans ma tête. Je récolte les dernières infos par rapport à ce que je vois en haut. Et je sais que, je suis beaucoup plus intransigeant sur la marge de risque, quoi. Je sais qu'il y a aucune place pour du pari et tout a été ultra calculé. Et je sais que grâce au fait que j'ai eu cet accident en 2008, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire, là, il y a ça qui fonctionne pas. La marge est trop faible. Putain, c'est non, je fais demi-tour et puis je reviens un autre jour et voilà. Et en gros, ça, je pense, c'est une des plus grosses difficultés en freeride. C'est de se retrouver en haut de la pente, d'avoir des méga conditions, d'être avec ses super potes. Tout le monde a le sourire, il fait beau. Et non, il y a un mauvais signe là qui est vraiment pas bon et il faut pas y aller. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra difficile. Et en gros, du coup, par rapport à ça, cette avalanche, ça a été une chance pour moi. Parce que du coup, dès que j'ai le moindre doute, la décision est beaucoup plus facile à prendre. Enfin, la décision de renoncer. Si tu regardes ton parcours, quelle a été selon toi ta plus grosse erreur et qu'est-ce que t'en retiens? Je sais que j'ai tendance à pas forcément trop vouloir apprendre des autres, à être un peu trop autodidacte. Je sais que c'est une force d'un côté parce que du coup, je fais mon truc et j'ai ma vision, etc. Mais je pense que des fois, j'ai pu perdre pas mal de temps parce que je m'entêtais à me dire non, mais je vais y arriver tout seul, je vais voir. Alors qu'en fait, des fois, tu vas avec la bonne personne qui te montre exactement comment faire et en fait, qui te fait gagner énormément de temps. Donc, je pourrais dire ça. Et à contrario, quelles ont été tes plus grandes satisfactions ou tes plus grands accomplissements, ce dont tu es le plus fier? Moi, ce qui m'a plu le plus dans ma carrière, ça a été cette façon d'évoluer, d'avoir des nouvelles visions et justement de pas suivre ce que les autres font. Et donc, du coup, d'arriver à faire des choses nouvelles tout le temps. Et c'est ce qui fait que ça a mis du fuel un petit peu, de manière régulière, quoi, plutôt que de rester dans la même carrière, dans la même discipline. Pendant des années, moi, j'aurais pas pu le faire. Donc j'ai une super carrière. Puis d'ailleurs, je continue encore à faire des projets qui m'éclatent, comme l'Antarctique, comme la Norvège dernièrement et tout. Et donc, je suis très heureux. Alors bon, dit comme ça semble merveilleux, mais on sait tous les deux combien c'est difficile de créer des projets qui soient à la fois originaux, avec une belle histoire à raconter, qui ait du sens, avec des accomplissements qui valent aussi le coup d'être partagés. Qu'est-ce qui te fait tenir dans les phases, tu sais, préparatoires, celles qui sont un peu pénibles, un peu plus difficiles? Où est-ce que tu puisses ta motivation dans ces moments plus compliqués? Effectivement, ouais, c'est clair qu'on se rend pas forcément compte à quel point c'est difficile de filmer. On a toujours, les gens pensent, t'as la vie de rêve, c'est super, etc.
Et une fois, j'avais un autre grand frère, enfin voilà, qui est fan de montagne, etc., et qui a jamais été professionnel. Et il était venu une journée sur un tournage avec des méga conditions et tout. Il me disait, mais en fait, ce que vous faites, c'est pourri, quoi. Vous faites qu'attendre, vous faites que stresser, que machin. Et effectivement, c'est un petit peu ça. Et donc, en amont des projets, c'est clair qu'il y a beaucoup de préparation, beaucoup de, enfin voilà, discussion avec les projets, enfin avec les sponsors, trouver les financements, toute la partie de trouver l'histoire, etc., trouver les bonnes destinations, etc. Mais en fait, c'est intéressant, quoi. Du moment qu'il y a des projets qui réveillent quelque chose de nouveau, enfin, je trouve que en fait ça se fait naturellement. Et c'est clair que dès que ça devient trop poussé, trop forcé entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est que l'histoire à la base est pas bonne ou l'équipe avec qui tu fais est pas bonne. Moi, je pense le fait d'avoir fait ça longtemps, ça m'a permis un petit peu de faire le tri sur qu'est-ce que je voulais faire, quelle destination, avec qui, comment. Et du coup, là actuellement, enfin en tout cas les projets que j'ai fait cette année, enfin c'était un régal parce que j'avais pas l'impression de bosser, quoi. Alors que c'est pas forcément le cas. Toujours, quoi. Est-ce que tu sais déjà ou est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais faire après comme projet? Bon, cet hiver, je vais filmer pas mal dans les Pyrénées. J'ai grandi là-bas et j'ai jamais vraiment filmé là-bas. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis j'ai trouvé un petit peu une méthode qui me plaît bien. Donc ça va être un petit peu pour l'hiver prochain. Je vais essayer de refaire un petit peu des tutoriels parce que je sais que ça plaît aux gens, ça sert à quelque chose. C'est bien pour une fois de pas faire que du contenu pour flatter son ego, mais quelque chose qui est plus, qui est plus pratique. Et après, sinon, j'aimerais bien essayer de faire des traversées polaires un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose avec des kites, donc mêler du ride et des traversées polaires comme ça en autarcie. Donc ça, c'est un petit peu, je pense, le prochain truc sur lequel je bosse. En famille aussi? En famille, si Victor veut venir, parce que, je pense que si Mila, ce sera too much, Polo aussi, je pense, et du coup, je pense que Victor sera le seul à pouvoir m'accompagner. Mais à fond, quoi, s'il veut venir, ce serait génial. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'était donc mon premier entraîneur, là, Jean-Michel Le Floch, c'était de croire en soi, de pas tortiller, de pas se mettre des limites là où il y en a pas, quoi. Donc c'est de croire en soi et puis de se dire jusqu'où je peux aller tant que je maîtrise la situation, je vais aller aussi loin que je puisse sans m'arrêter forcément trop tôt, entre guillemets, quoi. On va parler un peu de notre industrie des sports outdoor. Elle a évidemment pas mal évolué ces 10 dernières années. Quels sont les changements qui, toi, t'ont le plus marqué? Matériel, il y a une bonne direction qui est prise au niveau du freeride, au niveau de la rando, etc. Donc c'est bien. Je pense que ça reflète bien l'évolution du sport. C'est quelque chose de chouette. Après, moi, je t'avoue, je fais la pratique. Je suis pas forcément tant impliqué que ça dans l'industrie parce que j'ai mes partenaires, j'ai des choses qui fonctionnent bien et donc on avance comme ça et tout. Mais je sais que, je trouve que la culture freeride a vraiment bien évolué. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me parle parce que, c'est cette côté du sport qui me parle. Et comment t'aimerais du coup que notre milieu, notre culture, elle évolue dans les 10 prochaines années? Je pense qu'on pourra aller encore chercher plus loin dans cette culture de la montagne, dans ce développement-là. Et je pense que aussi, on pourrait clairement continuer et ne pas s'essouffler au niveau de tous les efforts de l'industrie sur tout le côté sustainability, quoi. C'est quelque chose qui est ultra important, où il y a du retard, où il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'on est les premiers, en faisant du ski, on est les premiers à pouvoir témoigner de ce qui se passe. Parce que, la neige, les glaciers, je pense que c'est le meilleur indicateur du dérèglement qu'il y a et donc je pense que c'est un petit peu notre rôle d'essayer de faire avancer les choses dans le bon sens et je pense que l'industrie de l'outdoor elle a les moyens et la capacité d'inspirer les autres industries à faire mieux, quoi, à produire mieux, à consommer mieux, voilà. Merci beaucoup Xavier Delerue d'avoir été notre invité dans cet épisode d'Outdoor Minds. Voici les 2 points clés à retenir de cette interview. Le premier, soyez fous, n'ayez peur de rien, mais travaillez beaucoup. Et le second, quand vous avez une décision à prendre qui implique une prise de risque, prenez d'abord le temps d'analyser techniquement la situation. Puis faites confiance à votre instinct, il ne vous mentira jamais. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveaux dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant.
Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.